C'est une véritable guerre commerciale que le président américain Donald Trump a décidé de mener contre la Chine, le Mexique et le Canada, avec des histoires d'augmentation de droits de douane, mais aussi des négociations, on va le voir. Une stratégie qui n'est pas nouvelle, mais qui est très importante à analyser, d'autant plus que la France, elle aussi, est concernée. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Des droits de douane de 25% sur les produits mexicains et canadiens importés aux États-Unis, et une augmentation aussi des droits de douane de 10% supplémentaires sur les produits chinois. En parallèle à tout ça, des discussions sur une augmentation potentielle aussi du côté des Européens. En à peine 2 semaines, Donald Trump a donc enchaîné les annonces chocs. Alors dans le cas du Mexique, de la Chine et du Canada, le président américain veut en fait obliger ces trois pays à lutter davantage contre le trafic de fentanyl, qui est un opiacé utilisé dans le milieu médical, mais qui est détourné comme drogue et qui est à l'origine de dizaines de milliers d'overdoses tous les ans aux États-Unis. C'est un véritable fléau sur place. Le Mexique et le Canada sont donc accusés de ne pas contrôler suffisamment leurs frontières et la Chine, elle, est accusée de faciliter l'importation aux États-Unis de molécules nécessaires à la fabrication du fentanyl. Il y a donc eu cette annonce par Trump d'augmenter les droits de douane sur les produits importés aux États-Unis, mais finalement, revirement de situation ce lundi soir, puisque les États-Unis ont finalement décidé de suspendre pour un mois la mise en place de droits de douane de 25% sur les produits du Mexique et du Canada. Alors pourquoi ce recul de Donald Trump et plus largement, quelle est réellement la stratégie du président américain? Eh bien en fait, ce qu'on peut noter, c'est que la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, ainsi que le premier ministre canadien démissionnaire Justin Trudeau, ont tous les deux annoncé des renforts à leurs frontières respectives pour éviter le trafic de drogue notamment, et notamment le trafic de fentanyl. Des annonces qui ont l'air au moins temporairement de satisfaire Donald Trump. À noter que de leur côté, les États-Unis se sont engagés à travailler pour éviter le trafic d'armes vers le Mexique. Il y a donc eu un recul en matière de droits de douane pour le Mexique et le Canada. En revanche, pas de recul pour l'instant, en tout cas au moment où on enregistre, en ce qui concerne la Chine. En effet, depuis minuit ce mardi, les produits en provenance de Chine qui entrent sur le territoire américain sont encore davantage taxés. Une surtaxe qui s'ajoute à des droits de douane qui étaient déjà très élevés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà de la question du fentanyl ou encore de la question de l'immigration, il y a aussi derrière tout ça la question du déficit commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Qu'est-ce qu'on entend par déficit commercial? C'est donc la différence entre la valeur des biens que les États-Unis importent de Chine et celle des biens qu'ils exportent vers la Chine. Alors certes, sur ce point, il y a eu une baisse de 27% par rapport à 2022, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça reste un déficit qui est important et les États-Unis aujourd'hui, ils continuent d'acheter plus de produits chinois que, eh bien, ils n'en vendent à la Chine. Les États-Unis estiment donc que actuellement la Chine est gagnante dans la situation actuelle et que éventuellement une hausse des droits de douane pourrait pallier à tout ça ou à minima permettre des négociations comme on l'a vu donc côté mexicain et canadien où il y a eu des revirements ou des annonces en tout cas faites du côté des deux pays sur ce sujet notamment des contrôles aux frontières. Bon, avec tout ça, je pense que vous avez compris la stratégie de Donald Trump. La stratégie en fait elle est double. D'une part, il veut obtenir des concessions de la part de ces trois pays en matière de contrôle des flux migratoires et de lutte contre le trafic de fentanyl. D'autre part, il veut réduire le déficit commercial des États-Unis et rapatrier des emplois sur le sol américain. Et d'un point de vue maintenant de pure stratégie de négociation, si on peut dire ça comme ça, c'est une stratégie qu'on avait déjà un petit peu observée lors de son premier mandat. Une stratégie qui consiste à être très dur, voire brutal, avec l'annonce de mesures chocs qui peuvent impacter ces pays, quitte donc à mettre ces mesures chocs en pause s'il estime que le pays en face réagit convenablement à ses envies. Alors là-dessus, comment a réagi la Chine? Eh bien, selon le gouvernement chinois, ces taxes promulguées par Donald Trump, je cite, violent gravement les règles de l'Organisation mondiale du commerce, ne font rien pour résoudre les propres problèmes des États-Unis et perturbent la coopération économique et commerciale normale entre les deux pays. Fin de citation. Ce qu'on peut surtout noter, c'est que la Chine a annoncé de leur côté aussi des droits de douane pour les produits américains, des droits de douane qui devraient être mis en place d'ici le 10 février. Par exemple, c'est le pétrole brut et les véhicules américains qui seront taxés à 10% de plus. C'est le cas aussi du charbon et du gaz naturel liquéfié américain à 15% de plus. On peut aussi noter que la Chine a durci ses règles sur l'exportation de certains composants, notamment certains métaux qui peuvent être indispensables au secteur de l'électronique, des énergies renouvelables ou encore de la défense. Enfin, deux dernières
dernière petite chose qu'on peut noter, la Chine a ouvert une enquête visant le géant de la tech américain Google. Elle soupçonne Google d'avoir enfreint la réglementation anti-monopole, qui est une loi qui existe depuis 2008 dans le pays. Bon, une annonce au passage qui est assez paradoxale puisque Google et toutes ses applications sont en théorie indisponibles sur le territoire chinois. Et enfin, dernière chose qu'on peut noter, la Chine a décidé de porter plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce, dénonçant les intentions, je cite, malveillantes du gouvernement américain. Alors là aussi, il y a une escalade en ce moment. On verra s'il y a des discussions dans les prochains jours et qu'il y a finalement des accords entre la Chine et les États-Unis. Il faudra voir aussi donc ce qui se passe du côté de l'Union européenne. En effet, là-dessus, le président américain estime que l'Union européenne traite, je cite, très mal les États-Unis. Il réfléchit donc là aussi à une augmentation des droits de douane et plus largement donc c'est des menaces qu'il a multipliées. On peut noter au passage que si c'est une stratégie qui peut s'avérer dans certains cas efficace en matière de négociation, elle perturbe aussi fortement l'économie mondiale et on a pu noter certains mouvements d'inquiétude sur les marchés financiers dans la crainte donc d'une guerre commerciale qui irait se poursuivre dans les prochains jours. En tout cas du côté de l'Union européenne, ce sera très intéressant d'observer les réactions dans les prochains jours. On a déjà traité ce sujet plus en détail il y a quelques jours dans ce même format des actus du jour sur YouTube et en podcast. Je vous renvoie donc à notre épisode précédent sur le sujet. Je vous tiens au courant du coup là-dessus et au passage, vu qu'on parle de Trump, très rapidement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a été reçu ce mardi par le président américain à la Maison-Blanche dans un contexte de reprise des négociations sur la deuxième phase de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. C'est une phase qui doit permettre notamment la libération des derniers otages retenus à Gaza et amener à une fin définitive de la guerre. Et pour ceux qui se posent la question, effectivement, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international qui a été émis par la Cour pénale internationale. Sauf que les États-Unis ne sont pas membres de la Cour pénale internationale. Ils critiquent d'ailleurs vivement ces derniers jours la CPI. C'est ce qui fait donc que Netanyahou peut se rendre aux États-Unis sans risquer d'être arrêté à son arrivée. Quoi qu'il en soit, c'est le premier dirigeant étranger reçu par Trump depuis son arrivée au pouvoir le 20 janvier. On verra donc ce qui ressort de ces discussions et de ces négociations. Avant de laisser la parole à Lisa, ça vient de tomber. En Suède, une dizaine de personnes ont été tuées ce mardi en début d'après-midi dans une fusillade dans un centre d'enseignement pour adultes à Örebro, une ville située à 200 km de Stockholm, la capitale. On n'a pas encore de chiffres précis sur le bilan humain. La police suédoise a précisé que le tueur présumé, qui n'est pas connu de ses services, est décédé. Selon des médias locaux, il aurait retourné l'arme contre lui. Alors à l'heure où je tourne ces actualités, on ne connaît pas encore ses motivations, mais d'après la police, il n'aurait pas de lien avec un gang et il ne devrait pas y avoir d'autres attaques. Une enquête est en cours pour tentative de meurtre, incendie criminel et infraction aggravée à la législation sur les armes. On vous tiendra au courant des suites de cette affaire. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, a décrété ce mardi que le Parti Socialiste pourrait quitter le nouveau Front Populaire, cette alliance des partis de gauche formée lors des législatives cette année. Cette annonce fait suite à la décision du PS de ne pas voter les motions de censure déposées par LFI en réponse au 49.3 enclenché ce lundi par le Premier ministre François Bayrou sur le budget de l'État et de la sécurité sociale. Les motions de censure déposées par LFI seront examinées ce mercredi et devraient être votées par les écologistes et les communistes. Le Parti socialiste a décidé de ne pas la voter, je cite, par seul esprit de responsabilité et dans l'intérêt du pays, tout en restant dans une opposition franche au gouvernement, selon le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Suite à cette non-censure de la part du PS, Jean-Luc Mélenchon a déclaré que le NFP était, je cite, réduit d'un parti. À noter que le Rassemblement national a indiqué ce mardi qu'il ne déposerait pas de motion de censure pour le budget. Deuxième actu, en 2024, la France a enregistré un nombre record de personnes sans domicile fixe selon le dernier rapport annuel de la Fondation pour le logement des défavorisés, anciennement Fondation Abbé Pierre. L'an passé, il y avait environ 350 000 personnes sans domicile en France, soit 6% de plus qu'en 2023 et 145% de plus qu'en 2012. En tout, 4,2 millions de Français sont considérés comme mal logés, donc privés de logement ou vivant dans des conditions difficiles. Autre triste record, plus de 100 000 personnes vivant dans des lieux informels comme des squats ou des bidonvilles ont été expulsées. Mais alors, comment expliquer ces chiffres ? Eh bien, en premier lieu, il y a la crise du logement. Selon le rapport, la demande de logements sociaux est en hausse depuis ces dernières années, mais le nombre de nouveaux logements sociaux est toujours en baisse. Moins d'un demandeur sur 5 a reçu une réponse positive dans l'année. À noter que parmi les personnes mal logées, les personnes en situation de handicap sont surreprésentées. Elles souffrent notamment des importants retards dans la production et d'un habitat pensé pour les personnes valides, selon le rapport. Je vous mets le lien en description
description si vous voulez d'autres infos. Troisième actu, à Paris, une voie réservée au covoiturage, aux bus et taxis sera inaugurée le 3 mars sur le périphérique parisien, a annoncé la ville. Il s'agit de la voie de gauche, comme lors des Jeux de Paris à l'été 2024. Concrètement, à l'exception des poids lourds, seuls les véhicules avec au moins 2 passagers, les transports collectifs, les taxis, les véhicules de secours, les conducteurs à mobilité réduite et les 2 roues en interfile pourront circuler sur la voie de gauche du périphérique du lundi au vendredi de 7h à 10h30 et de 16h à 20h. Les VTC transportant au moins un client pourront également l'emprunter. Elle sera donc interdite à ces horaires-là pour le reste des automobilistes. Selon la mairie de Paris, l'objectif c'est notamment d'inciter les gens à faire du covoiturage ou à prendre les transports en commun pour réduire les nuisances sonores et améliorer la qualité de l'air, ce qui permettrait aux riverains du périphérique de vivre mieux et en meilleure santé, des riverains qui sont souvent les plus précaires. La phase d'expérimentation se tiendra jusqu'au 1er mai. Après cette date, les radars spéciaux déjà en place serviront à détecter le nombre de personnes à bord. En cas de non-respect, il faudra payer 135 € d'amende. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, redoute de son côté le risque d'embouteillage massif aux portes de Paris, mais aussi la hausse de la pollution de l'air sur les itinéraires de report. Elle a notamment demandé l'organisation d'une concertation continue avec tous les maires d'Île-de-France pour répondre à ces inquiétudes. On vous tiendra au courant. Quatrième actu, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, qui a donc lieu le 4 février, l'application de nutrition française Yuka, l'ONG Foodwatch et l'association de la Ligue contre le cancer ont lancé ce mardi une pétition européenne visant l'interdiction de l'aspartame. L'aspartame, c'est un édulcorant, donc un additif alimentaire qui donne un goût sucré aux aliments et qui a été classé comme cancérogène possible pour l'homme par l'OMS en 2023. Il est très peu calorique et on en trouve beaucoup dans les produits allégés ou sans sucre sous l'appellation E951. C'est par exemple ce que vous avez dans le Coca Zéro. L'objectif de cette pétition, c'est notamment, je cite, de faire pression sur les institutions européennes afin d'interdire cet additif et demander aux États membres de l'Union européenne d'agir. Cinquième actu, l'actrice française Juliette Binoche a été choisie pour présider le jury du 78e Festival de Cannes qui aura lieu du 13 au 24 mai. Elle succède ainsi à l'actrice et réalisatrice américaine du film Barbie, Greta Gerwig. Juliette Binoche, âgée de 60 ans, a remporté un César en 1994 pour son rôle dans le film Trois couleurs bleues, ainsi qu'un Oscar du meilleur second rôle dans Le Patient anglais en 1997. Elle présidera le jury 40 ans exactement après sa première apparition sur la croisette, selon un communiqué des organisateurs du festival. À noter que pour la deuxième fois seulement dans l'histoire du festival, 2 femmes tiendront ce rôle de présidente du jury à la suite. Ce n'était pas arrivé depuis 1960. Et enfin, bonne nouvelle, en janvier 2025, près de 96% des voitures neuves qui ont été vendues en Norvège étaient des véhicules électriques. C'est ce qu'a annoncé la Fédération routière norvégienne ce lundi. À titre de comparaison, la part de l'électrique en Europe était de 15,9% en décembre 2024. En Norvège, les moteurs diesel et à essence n'ont quant à eux représenté que 1,5 et 0,4% respectivement. En fait, les autorités norvégiennes ont mis en place une politique d'incitation en taxant fortement les modèles thermiques, donc les voitures qui utilisent de l'essence ou du diesel, et en enlevant les taxes des voitures électriques neuves. La Norvège se rapproche donc de son objectif fixé en 2017 de ne vendre que des voitures zéro émission à compter de cette année, soit 10 ans avant l'objectif de l'Union européenne. À noter que les voitures électriques sont tout de même pointées du doigt en raison de l'impact écologique lié à leur fabrication. Merci beaucoup Lisa pour ces actualités en bref, sachant que dans les actualités additionnelles de la journée, il y a aussi l'affaire Nestlé avec Emmanuel Macron qui a réagi en fin de journée. Là-dessus, pas d'inquiétude, c'est prévu, on va prendre le temps d'en parler demain dans nos actus du jour. Bref, alors on termine avec le flashback du jour. Il y a près de 80 ans, le 4 février 1945, les dirigeants du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'URSS se réunissaient et se rencontraient sur les bords de la mer Noire à l'occasion de la conférence de Yalta en Crimée qui a eu lieu du 4 au 11 février 1945. À cette époque, on était donc quasiment à la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la défaite de l'Allemagne nazie qui était imminente. C'était donc un moment clé puisque cette conférence, elle a décidé du partage de l'Allemagne et de l'Europe après la guerre. Elle a aussi marqué le début de la domination soviétique en Europe de l'Est. Enfin, elle a aussi participé à poser des bases de l'Organisation des Nations Unies. C'est donc le flashback du jour et cette date donc à retenir, le 4 février 1945. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Vous le savez, ce format est aussi dispo sur toutes les applications de podcast. Vous tapez Hugo Décrypte, vous allez pouvoir le retrouver sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. N'hésitez pas à vous abonner, surtout qu'on va commencer à publier notamment les interviews directement sur ce même podcast et ce même flux. C'est plus simple, je pense, pour vous. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.